Bien, j'ai l'impression qu'il est 20h30. Tout le monde confirme? Voilà, donc chers collègues, bonsoir. Merci donc d'être là pour cette séance à huis clos. Merci aux internautes et puis surtout merci au docteur Mehran Monchi qui est à mes côtés et qui est le responsable du service réanimation de l'hôpital du Sud Seine-et-Marne, dit aussi hôpital de Melun-Sénart, et qui préside la commission médicale de l'établissement. J'ai eu l'occasion de rencontrer le docteur Monchi il y a quelques jours et très gentiment, il m'a dit « Écoutez, Madame Magne, si vous le souhaitez, je peux venir faire un petit topo sur la crise sanitaire à vos élus pour leur expliquer un petit peu où nous en sommes. » Donc, je vous propose d'entendre le docteur Monchi en préambule à notre séance de conseil municipal pendant environ une demi-heure. Il nous expliquera un petit peu où en est la situation de l'hôpital et puis nous échangerons avec lui et ensuite donc nous ouvrirons notre séance traditionnelle de conseil municipal. Tout le monde est d'accord avec ça? Parfait. Alors, docteur Monchi, juste vous dire que, en suivant notamment vos recommandations, bien sûr, la ville de Moissy, mais elle n'est pas la seule, s'est adressée aux personnes âgées de plus de 75 ans. Nous leur avons écrit, nous avons écrit aux Moisséens de plus de 75 ans, en leur proposant deux types de services, donc pour les amener, si je puis dire, à se faire vacciner, ou bien les aider à prendre un rendez-vous sur une plateforme de rendez-vous téléphonique, ou bien même pour les personnes qui ont du mal à se déplacer, nous leur avons proposé de les accompagner. Donc je le dis pour mes collègues, aujourd'hui 26 rendez-vous ont pu être pris sur la plateforme Keldoc, donc par nos services, et 6 personnes seront transportées dans les jours qui viennent, soit par petit bus, je pense par petit bus, je parle sous le contrôle de Valérie Regana qui s'occupe des seniors. Voilà, et nous avons 3 dates. Donc voilà, tout avait bien commencé, seulement voilà, patatras, plus de vaccins, donc on a dû arrêter, comme toutes les villes de Seine-et-Marne et d'ailleurs, j'imagine, on a dû arrêter de prendre les rendez-vous. Ça ne veut pas dire qu'on ne reste pas en contact avec les personnes âgées qui nous ont dit qu'elles étaient intéressées par notre aide, bien sûr, mais là, on a fait stop. Voilà, donc, docteur Monchi, sur cette situation, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, je vous ai fait afficher sur la diapositive que vous voyez ici des chiffres qui étaient connus de très longue date, quasiment depuis des semaines et des mois, même s'ils sont mis à jour régulièrement. Ces chiffres représentent les livraisons de vaccins à la France sur la commande globale de l'Union européenne. Si vous regardez bien ces chiffres, de toute manière, au mois de janvier et au mois quasiment début février, on ne peut vacciner qu'en janvier 2% de la population et un peu plus au mois de février, et les chiffres vont croissant à partir du mois de mars si l'ensemble des livraisons se confirme. Je pense qu'il fallait préciser d'emblée ces chiffres à l'ensemble des communes, à l'ensemble des élus, pour que chacun sache quelle est la dimension du nombre de vaccins qu'on reçoit et qu'on adopte et qu'on adapte les dispositifs de vaccination au nombre de vaccins qu'on va recevoir chaque mois par 100 000 habitants. Parce qu'il est évident qu'en janvier, c'est faible, on pouvait le savoir à l'avance, qu'en février, ce sera un peu plus important et que progressivement, avec les mois qui suivent, les doses vont être de plus en plus importantes. Ce qui est important, c'est qu'on définisse vraiment l'augmentation progressive du dispositif avec les mois qui viennent et surtout que les gens qui actuellement sont motivés pour se faire vacciner, il n'y ait pas une sorte de perte d'envie par manque de vaccins au fur et à mesure que le temps avance pour que les gens abandonnent des choses. Il est très important que l'essentiel de la population soit vaccinée pour que le virus arrête de circuler, parce qu'en l'empêchant de circuler, qu'il va arrêter de muter et devenir potentiellement de plus en plus grave ou de plus en plus résistant au vaccin.
Donc ça, vous dites, on le savait. Ça, c'est des chiffres qui sont affichés par l'Union européenne depuis des semaines et des mois. Et d'ailleurs, c'est de là qu'ils proviennent. D'accord. Donc vous pensez pouvoir reprendre les inscriptions pour les Alors, vaccinations dans quel délai? probablement d'ici une huitaine de jours, ce sera repris. Ce sera repris de manière croissante pour plusieurs raisons. D'une part, Pfizer a adapté son appareil de production pour une augmentation des cadences à partir de début mars. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le vaccin de Astra, on va dire, il va être disponible en France d'ici 8 à 15 jours. Il y a la question de à quelle population on le destine, parce qu'il manque une donnée qui est son efficacité chez les plus de 65 ans. D'ailleurs, les États-Unis font encore un essai versus pas de vaccin avec ce vaccin, avec un gros effectif de personnes de plus de 65 ans, pour en voir les effets chez les plus de 65 ans. Début février, ça devrait être disponible, l'essai américain. Et l'autorisation de mise sur le marché aux États-Unis dépend des résultats de cet essai. Donc quand on aura un peu plus de précision sur sa place, je pense qu'on pourra soit restreindre encore plus aux populations plus jeunes, soit accepter pour des populations plus âgées. CureVac, qui est la deuxième société allemande qui produit des vaccins à ARN, on attend les résultats sur le vaccin début mars. Et Janssen et une autre société américaine qui s'appelle Novavax ont déjà annoncé vendredi dernier qu'ils avaient une efficacité avec leur vaccin. Et donc, je vous ai mis des points d'interrogation au mois d'avril et au mois de mai pour le vaccin de Janssen, mais le vaccin de Janssen peut être avancé en livraison potentiellement puisqu'ils ont des résultats favorables. Alors dans votre tableau, là, on voit pourcentage total de vaccinés, 71% en juin. Vaccinés de quel âge? Toute la population? Toute la population. Toute la population. Toute la population. Ça, c'est la population entière. Les vaccins, les doses que vous voyez, sont des doses pour 100 000 habitants. Donc, si vous comptez 2 doses pour la totalité des vaccins, sauf Janssen, Janssen, c'est un vaccin à une seule dose. Globalement, à 4 000 doses, vous vaccinez 2%. À 7 800 doses, vous vaccinez 4%. Et quand vous avez 17 000 doses, c'est 8% par mois que vous arrivez à vacciner. Et les livraisons augmentent mois après mois. Donc, il est très clair qu'à partir du mois d'avril, on sera probablement au-dessus de 10% de la population vaccinable par mois, si les gens viennent se faire vacciner. Donc finalement, tout ça est rassurant. On tient les objectifs. La France, là... Alors, a priori, les doses, bien, oui. En prévision de livraison, les doses sont suffisantes. Ils arrivent progressivement. Il est évident que beaucoup, comme moi, auraient préféré qu'en janvier et février, on ait encore plus de doses pour pouvoir couvrir l'hiver. Mais c'est ainsi. C'était des choses prévues à l'avance. Les vaccins augmentent progressivement en production. Et il est vrai qu'on peut vacciner l'essentiel de la population d'ici l'été prochain. En termes d'organisation logistique, vous pourrez faire face à l'hôpital de Melun-Sénart, donc à l'arrivée de ces nombreux... Nous, dans le centre de vaccination, ce qu'on avait prévu, c'est de prévoir un centre de vaccination qui était très rapidement capable de faire 300 doses par jour et monter par palier jusqu'à 1000 doses par jour. Ce qu'on envisageait, c'est d'avoir une deuxième antenne sur l'ensemble de Sénart, avec également des capacités de l'ordre de 1000 par jour. Si nous couvrons ces deux zones, plus on a également une antenne à Brie-Comte-Robert de l'hôpital, qui pourrait aller jusqu'à 150 à 200 doses par jour quand les doses seront là, l'essentiel de la zone qui dépend de notre territoire peut avoir la capacité de vaccination pour les doses livrées. Juste un rappel, il y a beaucoup de gens et beaucoup de lobbies qui font pression sur l'État, les ministères, etc., pour les vaccinations
dans les pharmacies et dans les cabinets médicaux. Au jour où je vous parle, là, ce soir, aucun de ces vaccins n'est prévu en dose unitaire. C'est quasiment que des flacons au-dessus de 5 doses et souvent 10. Quand vous avez 10 doses, rassemblez 10 personnes à vacciner, que ce soit à la pharmacie ou dans un cabinet de généraliste, dans la même journée ou demi-journée, c'est pas si facile. Donc, si on ne veut pas prendre le risque de gâcher des doses et jeter des doses, il va falloir des centres de vaccination. En 2009, les centres de vaccination n'ont pas marché, non pas parce que ça ne s'est pas fait en pharmacie ou chez le généraliste, mais parce que les gens ne voyaient pas l'épidémie et la raison d'aller se faire vacciner. C'est ça l'évidence, et il faut arrêter de raconter des histoires. Bien, bien, bien. Simplement une anecdote, enfin, si je puis dire. J'ai eu l'occasion donc de me rendre au centre de vaccination de l'hôpital la semaine dernière. Et je le disais au docteur Monchy, voilà, la personne que j'accompagnais a été remarquablement accueillie. Ça s'est passé de manière très fluide, accueillie vraiment par des professionnels et immédiatement l'inscription pour la seconde dose de vaccin a été prise. Et j'ai pu constater que c'était en effet très fluide et que ça se passait très tranquillement. Voilà, donc on peut espérer que cette organisation perdure et puis éventuellement, s'il faut ouvrir un autre centre sur notre secteur, Sénart, bon, je pense que soit des villes comme Savigny-le-Temple ou Comble-la-Ville, qui sont plus importantes que la nôtre, pourraient se porter candidat pour organiser un centre de vaccins. Mais on n'en est pas là, d'après ce que vous dites. Pas encore, mais ça va arriver au mois de mars. Tous les pays qui font de la vaccination à large échelle sur cette maladie le font dans des centres de vaccination. Moi, je ne connais aucun pays qui le fait au cabinet du généraliste. Parce qu'en effet, ces vaccins, en tout cas pour la plupart, doivent être conservés à des températures très basses. Alors, les vaccins, les deux premiers, Pfizer et Moderna, qui sont actuellement disponibles, moins 20 pour Moderna, moins 80, on va dire à peu près moins 70, moins 80 pour Pfizer. AstraZeneca, ça va être au frigo standard, 4 degrés. Mais le problème principal, c'est que c'est des vaccins qui arrivent tous dans des flacons multidoses. Donc, c'est pas du tout pratique. Quand on est seul au monde à vouloir faire quelque chose, il y a souvent des soucis. C'est sûr. À ce stade de notre échange, est-ce que vous souhaitez poser des questions, chers collègues, au docteur Monchy? C'est vrai qu'on est assez bien informé quand même sur la situation sanitaire. Hein. Tous les soirs, on continue, je dirais, des informations, mais c'est vrai que parfois contradictoires. Par exemple, sur le vaccin Astra, là, on s'est dit, ah bon, il n'est peut-être pas tout à fait performant, les plus de 65 ans, on ne peut pas. C'est vrai que parfois, ça jette un doute, quoi. Alors, les différentes catégories de vaccins, effectivement, actuellement, les résultats en termes d'efficacité des vaccins Pfizer, BioNTech et Moderna sont tellement impressionnants que les autres paraissent un peu faibles à côté. Que ce soit Astra ou que ce soit Janssen qui l'a publié la semaine dernière. Enfin, c'est un communiqué la semaine dernière, on attend la publication. Mais à la fois Astra et Janssen, quand on regarde les résultats en termes de malades graves hospitalisés, ils ont 0 malade grave qui nécessite une hospitalisation et la réanimation dans le groupe des vaccins. Donc, rien que ça, ok, ça n'empêche pas à 100% la maladie dans ses formes moins sévères. Mais dans ses formes sévères avec hospitalisation et réanimation, ils sont efficaces. Donc, il n'y a pas de raison de vouloir à tout prix les éviter, et il n'y a pas de raison de vouloir ne pas avoir ces vaccins-là, puisque à partir du moment où c'est les formes graves que cela empêche et que c'est ça qu'on cherche à éviter, ils sont plutôt bons. Après, il y aura peut-être une adaptation à faire selon les souches qui vont se modifier, les variantes à l'automne ou d'ici quelques temps, ça viendra. Oui, à propos de variants, donc ces vaccins aujourd'hui sont sûrs, j'allais dire,
pour donc être efficace contre les variants qui nous viennent de pays étrangers? Alors, ils sont bons sur le variant, sur on va dire le variant historique, qu'on le dise chinois ou celui qui circule le plus en Europe actuellement. Ils ont une très bonne efficacité sur le variant anglais. Sur le variant sud-africain, il y a 1 ou 2 vaccins, pas les premiers que je vous ai mis sur le graphique, qui montrent qu'il y a une diminution de l'activité quand même sur le variant sud-africain, sans les rendre inefficaces. Mais ça veut clairement dire que si le virus continue de circuler et s'il continue son évolution, il peut créer des soucis sur les vaccins actuels et nécessiter que les vaccins soient modifiés pour s'y adapter. C'est ce qui se passe pour la grippe chaque année. C'est vrai. Tout à fait. Tu veux bien mettre, s'il te plaît, ton... Ils sont efficaces combien de temps? Oui, c'est ça la question. Alors, le recul qu'on a aujourd'hui, c'est supérieur à 6 mois. Les volontaires qui ont été dans les essais cliniques ont eu leur défense préservée pendant, là, jusqu'à aujourd'hui, de plus de 6 mois. Les 2 premiers vaccins, Pfizer et Moderna, on sait qu'ils donnent une défense contre le virus qui est supérieure à la maladie normale. C'est-à-dire, les gens vaccinés, quand on regarde leur taux d'anticorps, il est supérieur à la maladie, aux malades. Il donne des défenses nettement plus importantes contre ce virus-là. Donc on a, on va dire, plus de temps d'immunisation que la maladie naturelle. Alors, un indicateur de la gravité de la crise, c'est bien sûr les hospitalisations dans votre service, le service de réanimation. Vous pouvez nous en dire un mot? Alors aujourd'hui, on est aux alentours de 40% de l'ensemble des lits avec la maladie Covid. Il y a eu des périodes pendant la première et la deuxième vague. La première vague, on a été à 100% pendant une période de 2 mois. Pendant la deuxième vague, on a été à 80% pendant pratiquement 2 mois également. Donc aujourd'hui, on est aux alentours de 40% et on est entre 40 et 50 sur les semaines qui viennent de s'écouler. Donc, vous comprenez plutôt la décision gouvernementale qui consiste à dire pas de confinement pour le moment, tant qu'on est sur une sorte de palier? Oui, je peux le comprendre. Il n'y a pas de, on n'a pas la vérité absolue. On ne peut pas savoir comment les choses vont évoluer dans la semaine ou les 2 semaines qui viennent. Et comme l'épidémie est surveillée, on peut réagir à un moment donné. Merci. Carole. Je voudrais savoir si les infirmiers, aides-soignants, tous ont pu être vaccinés, premièrement. Et deuxièmement, je voulais savoir aussi si les personnes qui ont attrapé le Covid doivent aussi se faire vacciner. Soignants, c'est non, puisque l'État a défini que seuls les plus de 50 ans seraient vaccinés. Je fais partie des gens qui pensent que, ne serait-ce que pour pouvoir maintenir les soins en l'état, il aurait fallu qu'on fasse comme les autres pays européens, qu'on vaccine l'ensemble des soignants au contact des malades, en tout cas. Mais c'est pas ça qui a été fait en France, et c'est un peu tard, on va dire, pour commencer, compte tenu des délais de vaccination qu'on a maintenant. On verra avec l'arrivée des vaccins progressivement. C'était quoi votre deuxième question? Quelqu'un atteint du... Alors, quelqu'un qui a eu le Covid, actuellement, les recommandations sont d'attendre 3 mois au moins avant d'envisager une vaccination. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il est assez facile de savoir si on a une bonne immunité ou pas, puisqu'on peut doser le taux d'anticorps dans le sang et regarder si le taux est élevé ou pas et si ça nécessite une vaccination ou pas. On arrive parfaitement à définir qui a des taux, qui a encore une bonne immunité et qui ne l'a pas. Oui, Stéphanie. Bonsoir docteur. Je voulais savoir, en fonction des prévisions de livraison de vaccins, quand la personne
quadra normal pourra se faire vacciner dans le temps? Et est-ce que lorsque les approvisionnements seront en nombre suffisant, est-ce qu'il y aura encore une hiérarchisation par profession, par âge, etc.? Je vous dirais que si vous regardez le tableau, théoriquement, les choses vont commencer à nettement être à large échelle fin mars, début avril. Puisque fin mars, début avril, on est sur une vaccination d'à peu près 14 à 15% de la population par mois. Enfants compris, hein. Enfants compris, puisque c'est des doses par 100 000 habitants, enfants compris. Ce qui veut dire que la majorité des gens, théoriquement, devraient y avoir accès à partir du mois d'avril. Comment vont être définis les gens à vacciner? Ça relève de la politique progressivement du ministère de la Santé. Ça, je ne peux pas vous répondre. Ce que, par exemple, ne serait-ce que pour le vaccin d'AstraZeneca qui, d'ici une dizaine de jours, devrait être disponible, déjà, on ne sait pas si on va le réserver aux moins de 55 ans ou aux plus de 55 ans. Si on le réserve aux moins de 55 ans, quelle population prioritaire? Il semble que le ministère choisissent pour l'instant de dire les soignants de moins de 50 ans pourraient avoir accès à ce vaccin-là. C'est une proposition pour l'instant, c'est pas définitif. On attendra, on verra. La politique d'accès, moi je peux pas vous le définir. Mais en tout cas, en termes de nombre de doses, ça devrait être vers le mois d'avril où les choses basculent sur le nombre de volontaires qui veulent vraiment se faire vacciner. Voilà, d'autres questions? Oui, Carole? Vous avez parlé des enfants, ils pourront se faire vacciner à partir de quel âge? Pardon, il y a quelqu'un? Non, je vous ai pas vu, pardon. Carole, puis Madame Bamy. Oui, Carole? Le vaccin de Pfizer a été validé à partir de 16 ans. Le vaccin de Moderna a été validé à partir de 18 ans. Dans le fond, il n'y a pas de raison de ne pas le faire à des âges plus jeunes. On verra, il est clair que ce sera progressivement descendant et qu'on n'ira pas tout de suite vers les tout petits enfants. Dans les prévisions, dans les projections qu'on fait, la technologie de ces deux vaccins, qui sont des vaccins à ARN, est une technologie remarquable. C'est l'avenir des vaccins probablement. Et il y a actuellement des estimations qui disent tous les vaccins à terme seront des vaccins à ARN, y compris les vaccins des enfants. Et il est possible qu'on puisse définir avec 2 injections de vaccins à ARN une immunisation contre 30 à 50 maladies. Donc, ce qui est envisagé, bon, on ne va pas y arriver tout de suite, mais ces vaccins ont des technologies absolument remarquables. Absolument remarquables. Merci. Donc, Madame Bamy? Merci, docteur, pour votre présentation. Moi, j'ai 2 questions. Une question concernant la part de contamination du variant anglais, puisque vous évoquiez tout à l'heure que les vaccins là, qui sont proposés sur le marché actuellement répondent en partie à cette problématique, mais qu'à terme, effectivement, la question du variant anglais et des autres variants risque de poser les mêmes problématiques qu'on peut retrouver pendant la période de la grippe. Donc ça, c'est la première question. Quelle est la part des contaminations du variant anglais dans votre hôpital? Est-ce que ça risque pas à terme de créer des tensions, une tension hospitalière notamment, puisque cette contamination est d'après les indicateurs et les informations qu'on peut lire de part et d'autre, s'accélère et ça rend effectivement la maîtrise des contaminations beaucoup plus difficile. Deuxième point, vous évoquiez tout à l'heure que les décisions se prenaient au niveau national, notamment concernant les publics cibles par rapport au vaccin. Il me semble qu'il y a une cellule de vaccination qui se réunit de manière hebdomadaire et qui réunit les professionnels de santé de différents secteurs, les professionnels médicaux
centres hospitaliers, les cabinets médicaux. Est-ce que vous siégez au sein de cette instance et est-ce que cette instance permet effectivement d'avoir une lecture assez fine des différentes orientations qui peuvent être prises et de faire remonter ces éléments de terrain essentiels auprès de nos instances? Les estimations sur l'Île-de-France étaient de 15% la semaine dernière. Sur l'hôpital, au niveau des malades hospitalisés, nous sommes très au-dessus de ce chiffre. Nous sommes à 40%. Alors, il peut y avoir un biais qui est de dire que les malades ayant le variant anglais ont une ont une charge virale plus élevée, ce qui explique qu'ils soient plus hospitalisés et que donc c'est un pourcentage qui n'est pas le vrai pourcentage qui circule dans la population et ça ne représente pas la population. Il peut y avoir aussi un autre biais. On sait pertinemment que selon les zones géographiques d'Île-de-France, les pourcentages de variants ne sont pas les mêmes. On sait qu'il y a une surreprésentation en Seine-Saint-Denis. Il peut y avoir la même surreprésentation sur certains secteurs du 77. Donc c'est une possibilité. Pour l'instant, il n'y a pas de réponse définitive à pourquoi il y a plus sur l'hôpital que dans la moyenne d'Île-de-France qui était de 15% la semaine dernière. De toute manière, ça se multiplie par 1,5 chaque semaine à peu près. Donc si on était en Île-de-France à 15% la semaine dernière, il faut s'attendre à être au-dessus de 20-22% à la fin de cette semaine. Et ainsi de suite. Les vaccins, il n'y a qu'un seul vaccin qui a été testé en termes de pourcentage d'efficacité en totalité. Alors, les vaccins Pfizer et Moderna ont testé la neutralisation du variant anglais et ils ont, d'après ce qu'ils ont fait en communication de test interne, une efficacité. Le seul vaccin qui d'emblée a prévu des pourcentages d'efficacité différents, il y a juste un communiqué qui a été publié la semaine dernière, qui est un vaccin américain, qui est le vaccin Novavax, qui a 95% d'efficacité sur le variant historique, chinois ou américain, on va dire, et qui a 85% d'efficacité sur le variant anglais. Merci. Et pour la seconde question donc, de Madame Bamy, c'était le niveau de décision et à quel... Allez-y. Décision. Nous, la cellule de vaccination, c'est essentiellement les problèmes pratiques de est-ce qu'on manque de seringues, est-ce qu'on manque d'éléments pratiques pour réaliser la vaccination. La politique de la population cible, la seule que nous définissons, c'est de regarder, puisque vous savez qu'il y a des patients, des vrais patients qui n'ont pas plus de 75 ans, mais des populations cibles qui ont d'autres critères d'immunodépression, de maladies et autres, qui sont aussi des gens qui doivent recevoir le vaccin. Et donc regarder ces dossiers et regarder s'ils rentrent dans la définition qui a été donnée par l'État, ça c'est la cellule qui réfléchit et qui désigne des gens qui relèvent des critères de vaccination et qui ne relèvent pas des critères de vaccination, avec parfois un peu de liberté. Par exemple, les diabétiques ou les grands obèses n'en font pas partie. Alors que nous, on a vu dans les malades hospitalisés que ceux qui avaient la plus grande gravité et les taux de sévérité les plus élevés étaient les diabétiques. Donc il est possible qu'on essaye un petit peu d'en caser un peu dans la population vaccinale. On ne peut pas non plus aller très au-delà de ça parce que c'est surveillé au niveau de l'État. Les chiffres remontent au niveau du ministère avec des déclarations de qui, pourquoi, et voilà. Dans la cellule de vaccination, donc la médecine de ville est bien représentée. Dans la cellule de vaccination de l'hôpital, non. Il y a des discussions par visioconférence avec la médecine de ville et le Conseil de l'ordre. D'accord. Bien, d'autres questions? Je n'en vois pas. Moi, j'avais une dernière question. Oui, Madame Bamy, je vous en prie. Là, vraiment très très récente, ce sont les derniers chiffres, puisque vous évoquiez tout à l'heure qu'il n'y avait pas forcément de tension en réanimation. C'est plutôt rassurant en tous les cas, ce soir. Ceci étant, les derniers chiffres, il y a à peine une heure,
laisse apparaître environ 20 260 cas de contamination par jour, donc une pente assez douce, avec 1607 admissions à l'hôpital. Donc, ce sont des chiffres qui restent aussi en pente douce, mais ce qui est inquiétant, d'après les spécialistes, c'est qu'effectivement, les sorties d'hospitalisation, eux, stagnent. Donc, il n'y a pas de sortie d'hospitalisation. Donc, à terme, avec ce variant anglais et l'accélération des contaminations, est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver dans une situation similaire à celle qu'on a connue il y a quelques mois, et peut-être une décision assez hâtive de se retrouver en reconfinement parce que le milieu hospitalier est en tension. Et on connaît aujourd'hui, et moi je tiens vraiment à saluer l'engagement de tous les professionnels de santé, puisqu'ils font un travail formidable, que ce soit à l'hôpital ou en médecine de ville, au quotidien. C'est vraiment un métier qui n'est pas simple aujourd'hui, et ce sont des personnes qui sont engagées quotidiennement et qui font admirablement bien leur métier et qui méritent une reconnaissance. Et je considère que ces périodes nécessitent effectivement de saluer cet engagement sans faille. Alors, merci pour le compliment. Juste, je pense qu'il y a des situations très variables sur le territoire national. C'est-à-dire que si vous regardez le sud, le sud-est particulièrement, eux, ils sont dans une situation très, 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 très tendue. Actuellement, l'Île-de-France est relativement épargnée. Pardon, excusez-moi. Allez-y. L'Île-de-France, quand je dis relativement épargnée, on a des chiffres un peu en dessous des pics qu'il y a dans le sud et à l'est, dans les régions de l'est de la France et même en Bourgogne, pour pas aller si loin de nous. Il y a à l'ouest des zones où ils sont nettement en dessous encore de l'Île-de-France, et donc il y a une situation très hétérogène sur la France, et donc ça peut être une sorte de compromis, ce qui a été adopté avant le week-end dernier. Après, il n'est pas interdit de penser qu'il y a des zones qui mériteraient des réponses sanitaires un peu plus intenses, comme dans le sud, et pas forcément toutes les zones. Voilà, donc il est près de 9h, de 21h. Si on a pu vous poser toutes les questions qui nous passaient par la tête, mais bien sûr, ça n'est pas fini, il y en aura d'autres de questions tout au long de cette crise sanitaire. On va peut-être pouvoir vous remercier. J'indique à mes collègues que vous nous avez fait parvenir des documents très intéressants qu'on pourra vous diffuser, qui vraiment sont de nature différente, certaines de nature historique pour reprendre l'histoire de la vaccination et les éventuelles réserves des Français. En tout cas, vous, dans votre propos liminaire, vous disiez il faut aller vous faire vacciner, c'est votre message. Donc je pense qu'il faut en effet le retenir. Voilà, donc tous ces documents vous seront transmis. Bien sûr que nous vous demandons de dire à tous vos collègues, au personnel hospitalier dans son ensemble, à quel point nous le soutenons, nous l'admirons, nous l'encourageons. Et puis voilà, si la ville de Moissy peut, de quelque manière que ce soit, son conseil municipal, ses habitants, ses associations, venir à votre aide, eh bien, nous sommes là. Voilà, comme vous êtes là, surtout vous êtes là, et on vous en remercie infiniment. Merci, docteur Monchy. Je crois qu'on peut applaudir le docteur.
Bien, bah, écoutez, je vous propose donc de poursuivre. Peut-être avant d'ouvrir, encore un petit moment avant d'ouvrir notre séance de conseil municipal, je souhaitais ce soir vous présenter un nouveau venu parmi les cadres de la ville. Il s'agit de Monsieur Mathieu Foulot, ici présent. Voilà, il est derrière vous. Vous pouvez vous lever, Mathieu, s'il vous plaît? Merci. Il faut que tout le monde vous voie. Voilà, c'est peut-être un petit peu formel, mais Mathieu Foulot donc, est notre nouveau chargé de mission transition écologique. Vous savez à quel point ce sujet nous tient à cœur. Il fallait renforcer le service de Jean-Charles Bernois, qui est en charge donc de l'urbanisme et de l'aménagement. Il fallait quelqu'un qui ait une mission vraiment transversale, car la transition écologique, c'est absolument tous les secteurs de la ville qui sont concernés. Donc, ça faisait partie de nos engagements, en tout cas, vis-à-vis de la population, de renforcer ce secteur. Et nous avons créé un poste. On n'en créera pas beaucoup de postes pendant tout ce mandat, donc cela mérite d'être souligné. Voilà, donc nous avons recruté Mathieu Foulot, qui est arrivé début janvier. Vous pouvez vous présenter, Mathieu, s'il vous plaît? Oui, très bien. Merci Mathieu. Donc c'est vrai que la connexion s'est faite sur la thématique ferme urbaine, mais ça n'est pas l'essentiel de votre poste aujourd'hui. S'agissant de votre arrivée à Moissy, ça sera quelque chose de beaucoup plus large, beaucoup plus dans le domaine de l'ingénierie. On ne va pas vous demander d'aller cultiver les légumes, ça non, puisque d'ailleurs, je vous le rappelle, nous avons recruté récemment un maraîcher. Voilà, non, c'est beaucoup plus là accompagner donc les différents services dans leurs actions en matière de transition écologique et nous aider aussi à capter toutes les aides au niveau européen, au niveau régional notamment, au niveau de l'agglomération, car il faut être très 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 présent dans les dossiers pour solliciter les subventions au bon moment et mettre en valeur donc le travail qui est réalisé sur notre ville. Voilà, c'est aussi une partie très importante de votre poste. Est-ce que vous avez des questions à poser à Mathieu? Mathieu Foulot, non, on va pouvoir le laisser s'échapper. Merci d'être venu ce soir, d'être resté avec nous. Vous n'habitez pas très près, donc il faut vous laisser partir par ces temps de couvre-feu. Il vaut mieux pas trop traîner dehors, je crois. On est tous d'accord là-dessus. Et qu'il n'oublie pas son attestation. Non, je crois que... Bonsoir Mathieu. Voilà, alors, notre séance de conseil municipal. Nous avons des pouvoirs, des personnes excusées qui ont donc donné des pouvoirs. Je vois que Patrick Necker donc, a donné un pouvoir à Philippe Delpy, qu'Anne-Marie Desmoulins m'a donné un pouvoir, Lynn Magne, Brice Lawin à Carole Moïse, Betty Yamo à Stéphanie Lemeur, Didier Lambert à Valérie Régana, Audrey Thébault à Julien Béraud, Christian Duez à Madame Bamy, Touria Bamy, Didier Vantemsch à Madame Corinne Marche et Monsieur Frédéric Wurst à Monsieur Hervé Racine. Voilà. Donc, petite jauge ce soir. Il est vrai que nous avons un conseil municipal assez peu chargé en points à l'ordre du jour, mais enfin, il fallait le tenir. C'est habituel, généralement, en début d'année, après avoir bien travaillé en fin d'année précédente, les conseils municipaux sont plus légers. Alors, sur le compte-rendu de notre dernier conseil municipal, justement, du 14 décembre, c'était Anne-Marie Desmoulins qui était secrétaire des séances. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas, donc je considère qu'il est adopté. Je vous en remercie. Sur la liste des décisions de la maire, question? Je n'en vois pas non plus. Je vous remercie. Sur la liste des marchés à procédure adaptée, pas de questions. On considère également que ce document est validé. Et sur le tableau récapitulatif du non-exercice du droit de préemption urbain, pas de questions.
Eh bien, je vous remercie. Donc, nous allons donc commencer par une délibération qui concerne le secteur aménagement, le foncier. Ah, secrétaire de séance, vous avez raison, secrétaire de séance, Julien Béraud. Prochaine fois, Philippe. Merci, Julien. Merci, Viviane. Donc, une cession de patrimoine, la signature d'une promesse de vente relative à la cession du bien 6-28 allée du Château. Betty Chappe. Merci Madame la maire. Donc nous avions, lors du conseil municipal du 28 septembre 2020, nous avions adopté une délibération qui mettait en vente donc ce patrimoine qui est une maison d'habitation de 78 mètres carrés sur un terrain de 196 mètres carrés. Conformément à ce que nous nous étions dit à l'époque, il y a bien sûr un chiffrage des domaines que vous connaissez tous, qu'on connaissait déjà l'année dernière, de 195 000 €. Et conformément à ce qui avait été dit à l'époque, publicité a été faite dans le Parisien, sur le Bon Coin, et sur une journée, une dizaine de visites ont été organisées. À l'issue de ces visites, 5 offres ont été reçues et examinées de manière anonyme, et notamment en commission des finances. L'offre numéro 2 était la plus solide puisqu'elle permettait le financement de 195 000 € avec un apport plus important que les autres offres. Vous avez dans la délibération le détail. Et donc, il s'est agi de retenir cette offre qui a été réalisée par Monsieur Didier Gratreau. Voilà, l'ensemble des éléments sont exposés dans la délibération, qui vous propose d'accepter cette offre, qui est donc la plus solide, et puis de permettre de céder le bien et de signer les documents de promesse de vente. Merci Betty. Est-ce qu'il y a des questions s'agissant de cette délibération? Je n'en vois pas, donc je la soumets au vote. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Elle est adoptée. Voilà, pour ce bien aliéné. Donc ensuite, toujours dans le domaine du foncier, une fin d'affectation à l'usage du public. C'est Betty aussi Chappe qui rapporte. Oh, pardon, excuse-moi. C'est bon? Pardon. Donc, deux délibérations successives, l'une qui concerne une fin d'affectation et l'autre un déclassement. Normalement, une troisième délibération succède à ça. Vous le savez, maintenant, c'est un mécanisme administratif qui est au final la cession. Cette troisième délibération sera présentée ultérieurement, puisqu'il n'y a pas encore le chiffrage qui permet d'établir la cession. Alors, donc, sur cette fin d'affectation et ce déclassement, ça concerne, vous savez, le projet d'aménagement des commerces sur la place du 14 juillet. Rappelez-vous, dans le cours des réflexions sur le centre-ville, assisté dans le cadre du projet en rue du cabinet Urbicus, nous avions eu cette préconisation de ravancer les vitrines pour donner plus de visibilité au commerce. Cette action s'est d'ailleurs construite autour d'une large concertation à ce moment-là, menée dans le cadre du projet en rue, avec notamment un conseil citoyen et puis de larges consultations à la maison des projets. Donc le projet avance et il s'agit bien évidemment maintenant de privatiser un espace qui est à l'intérieur d'une parcelle, la parcelle A716, qui appartient à la commune car elle avait été rétrocédée lors de l'opération initiale par le PA en 2013. Donc, il s'agit d'une partie du lot 30 de cette parcelle qui vous est dessinée évidemment en annexe de la délibération, qui a vocation donc à être cédée à la SODES, qui est propriétaire des commerces,
et qui assure, elle, effectivement, la transformation des surfaces commerciales et également la réhabilitation d'un passage qui est transformé en local pour stocker les poubelles et qui permettra d'avoir une gestion beaucoup plus équilibrée de cet espace-là, beaucoup plus facile pour les commerçants. Donc, la première délibération propose la fin d'affectation de cette surface de 96 mètres carrés et la deuxième délibération propose le déclassement de cette surface. Merci Betty pour la synthèse. Donc, vous l'avez bien compris, hein, il s'agit de l'avancée des boutiques donc situées place du 14 juillet, celle du boulanger et celle du boucher. Les travaux sont terminés d'ailleurs, je regardais encore cet après-midi, donc c'est vraiment remarquablement fait. Je crois que ça qualifie bien aujourd'hui cet endroit hein, de la place et les commerçants sont contents. En effet, il a fallu, en avançant, il a fallu mordre un petit peu sur le domaine public et puis fermer ce passage qui était pas très utilisé, le transformer en local poubelle, ce qui va permettre d'assainir aussi ce site. Voilà, tout ceci pour en venir à la présentation de ces délibérations. Et je veux redire, et j'aurai l'occasion de le dire à la SODES que nous recevons demain, hein, Antonia, à quel point vraiment la qualité de leurs travaux doit être saluée, en effet. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur Aziz Abderrahmane. La question que je voulais poser, c'est qu'on a cédé à la SODES des mètres carrés. Et la question qui se pose, est-ce que la SODES n'augmente pas les loyers de ces magasins-là pour une manière générale à procéder gratuitement aussi à cet espace-là pour les propriétaires ou les locataires de ces locaux commerciaux? Eh bien, nous ne pouvons pas te répondre ce soir, je ne pense pas, mais nous poserons la question demain. Voilà. Je ne le pense pas. Nous ne pouvons pas en profiter, on va dire. Mais, par prudence, en effet, on posera la question demain à la SODES. Mais j'espère que non. Je pense que les commerçants ont posé la question aussi et qu'ils ont dû être rassurés. Oui, Julien, pardon. Ouais, je voudrais savoir si de l'autre côté de la place du 14 juillet et sur les côtés, on aura le même type d'opération. Si Alors, on construit, si on fait avancer les commerces. Tu permets, Betty? C'est également une bonne question. Nous l'avons déjà posée à la société SODES et j'ai expliqué que nous la recevons demain justement pour évoquer le sujet. Merci d'avoir posé la question. C'est vrai qu'on aimerait bien maintenant, notamment eu égard à la qualité des travaux, que ce chantier se poursuive. En plus, les commerçants sont demandeurs. Voilà, je suppose que la SODES va nous répondre que c'est cher. Mais enfin, il faudra bien qu'elle avance si elle veut ne pas faire de jaloux au niveau de ses locataires. Déjà ça. Voilà. En tout cas, on l'incitera vigoureusement à poursuivre son effort. Voilà. Monsieur Abderrahmane, oui. Qu'est-ce qu'il devient le compte à l'eau? Ah, et c'est aussi à l'ordre du jour de notre réunion de demain. Voilà. Donc, voilà, on vous répondra après. Non, en fait, nous faisons régulièrement des points avec cette société qui est propriétaire de la majorité donc des coques commerciales situées dans notre centre-ville. Au moins 2 fois par an, on se rencontre avec la direction et en effet, on fait le point sur leurs locataires, leurs démarches pour trouver des locataires, leurs difficultés aussi, car il y en a, vous le savez bien. Et eux-mêmes sont très intéressés de connaître quelle est la politique de la ville en matière de réhabilitation du centre-ville. Hein. Donc là, ils sont plutôt contents de voir ce qui s'est passé. J'espère qu'il y aura quelques bonnes nouvelles, on va dire. Voilà. Très bien. Très bien. Ok, bon, ça a duré un petit peu de temps, hein. On aurait aimé que ça aille plus vite. Bon, mais voilà, c'est fait et c'est bien fait. Bien, alors sur ces délibérations, la délibération donc concernant la fin d'affectation à l'usage du public, est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Je n'en vois pas. Et sur la suivante, donc le déclassement de la même parcelle, des votes contre, des abstentions, il n'y en a pas. Je vous remercie.
Merci Betty. On va maintenant donner la parole à Julien Béraud sur la vidéoprotection et les illuminations festives. Merci Madame la maire. Alors depuis le 1er janvier 2011, l'éclairage public à Moissy se réalise dans le cadre d'un partenariat public-privé. Ce PPP a été transféré suite à la création de Grand Paris Sud. Il a été transféré à l'agglomération qui en exerce la compétence depuis notamment le 1er janvier 2019 sur la totalité de l'exécution financière de ce PPP. Exécution financière qui comprend également des prestations qui n'ont pas été transférées, notamment sur la vidéoprotection et les illuminations festives qu'on voit tous les ans pour Noël. Et il convient que la commune de Moissy rembourse à la communauté d'agglomération ses dépenses. Donc, il nous appartient de conclure une convention venant acter la prise en charge financière des dépenses de vidéoprotection et d'illumination festive par la communauté d'agglomération pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2025, qui est la date de fin du partenariat public-privé avec la société SPI. Les montants sont fixés à 78 966,74 € hors taxes non révisés en investissement et 59 223,61 € non révisés en fonctionnement. Donc, il est demandé au conseil municipal d'approuver la convention qui est en annexe du document et d'autoriser Madame la maire à signer cette convention. Merci Julien. Est-ce qu'il y a des questions, une convention un petit peu technique, voilà, des transferts avec l'agglomération, mais tout se passe bien sur le terrain, c'est l'essentiel. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je soumets cette délibération au vote. Des votes contre, des abstentions, elle est approuvée. Je vous remercie. Et la délibération suivante, l'aliénation de la balayeuse de voirie. Julien Béraud. Alors, en 2010, toujours, la commune avait acquis une balayeuse pour le nettoiement des rues et espaces publics auprès de l'UGAP, l'Union des groupements d'achat publics. Balayeuse qui affichait 9164 heures de fonctionnement et de nombreuses pannes régulières depuis son acquisition en 2010. Elle a donc été mise aux enchères, cette balayeuse, qui a été vendue pour un montant de 5 293 € par une enchère remportée le 1er décembre dernier. Le montant étant supérieur à 4 600 €, il s'avérait nécessaire d'acter cette délibération et c'est ce qui est proposé ce soir au conseil municipal, donc une recette de 5 293 € net de taxes. Merci. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de balayeuse? Si, mais en location, voilà. On a changé, je dirais, de stratégie plutôt que d'acheter. Maintenant, nous louons. En effet, ce sont des engins qui évoluent très vite et il vaut mieux avoir, dans ce cas-là, un contrat de location avec une société spécialisée. Voilà, donc les rues sont toujours balayées. Questions? Je n'en vois pas. Je vous remercie. Je soumets au vote. Abstention. Vote contre, non, la délibération est approuvée. Merci Julien. La délibération suivante, au titre de la commission ville, il s'agit d'une convention avec le CIDFF. Christophe Soyer. Merci Madame la maire. Donc depuis des décennies, le CIDFF, le Centre d'information du droit des femmes et des familles, travaille à accompagner les familles et les femmes qui en ont besoin sur l'ensemble des thématiques du quotidien. Le CIDFF Essonne a donc deux secteurs d'intervention, un secteur juridique dont une partie est spécifiquement dédiée aux victimes de violences conjugales et un secteur professionnel. Au niveau du secteur juridique, elle assure des permanences gratuites, anonymes et confidentielles pour les hommes comme pour les femmes. Les juristes du CIDFF sont des généralistes. Au niveau du secteur professionnel, le CIDFF accompagne donc les femmes dans la construction de leurs projets professionnels en apportant une aide personnalisée et appropriée à chaque cas individuel. Ce service, bien sûr, est gratuit et confidentiel. Le CIDFF donc propose et travaille depuis 3 ans à reconstruire un CIDFF en Seine-et-Marne. Et donc, celle-ci travaille sur la commune depuis 2018. Elle gère et anime des permanences sur le commissariat et la source.
des équipements de Moissy-Cramayel 2 fois par mois sur chacun de ces lieux. Donc, aujourd'hui, nous vous proposons donc cette délibération, la mise à disposition à titre précaire des locaux gérés par la commune, 6, 5 et 6 passages des boutiquiers, sur la période du 2 février au 31 décembre 2021, renouvelable tacitement par année civile à l'association CIDFF 91. Et donc, cette mise à disposition ne sera pas soumise à loyer, mais qu'une participation forfaitaire mensuelle de 250 € aux frais d'entretien et de fuite sera due à ce titre, au titre de cette mise à disposition. Voilà. Très bien, merci. Voilà, donc le Centre d'information des droits des femmes, oui, c'est une longue histoire entre Moissy-Cramayel et cette structure qui existait au niveau départemental il y a quelques années, puis qui a dû rencontrer des difficultés certainement financières. Et aujourd'hui, c'est vrai que les permanences tenues par le CIDFF, à la fois à la source et dans le cadre du commissariat, sont tenues en fait par des personnes qui dépendent du CIDFF de l'Essonne. Or, il semblerait qu'il y ait une volonté, une possibilité pour le CIDFF de Seine-et-Marne de renaître, si je puis dire, et c'est dans ce cadre qu'ils se sont adressés à nous pour avoir accès à des locaux peu cher, il est vrai aussi modeste, et que, voilà, dans la mesure où nous en avions, qui étaient rendus disponibles par le transfert d'une activité du Secours catholique, nous les avons proposés à l'association avec l'espoir que la départementalisation, j'allais dire, de cette structure se concrétise, et aussi en demandant bien sûr aux juristes du CIDFF de faire tout le meilleur, je vais dire, pour participer aux actions de sensibilisation conduites par la commune sur la thématique donc de l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Voilà, vous savez que Moissy s'illustre particulièrement sur cette thématique. D'abord, nous avons un conseiller délégué, ensuite nous avons une chargée de mission, Madame Loyant. Vous avez peut-être vu le mois dernier l'exposition de photos réalisée par des jeunes qui a été affichée sur les grilles du jardin de la mairie. Voilà, il y a un véritable ancrage, en tout cas dans notre ville, sur ces thématiques. Et tout naturellement, donc, nous avons souhaité pouvoir accueillir le CIDFF, qui deviendra le CIDFF du département de Seine-et-Marne, je n'en doute pas. Voilà. Donc, avez-vous des questions à poser à Christophe? Non, ça vous paraît une bonne chose, en effet, hein, voilà, très bien. Eh bien, écoutez, merci. Donc, je soumets cette délibération à votre approbation. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Elle est approuvée. Merci, merci Christophe. Alors ensuite, on va attaquer les dernières délibérations de ce conseil municipal. En matière d'administration générale et de ressources humaines, je vais vous présenter l'approbation de la convention unique 2021 relative aux missions optionnelles du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne. Une délibération qu'on prend régulièrement, je crois, tous les ans. Voilà, en effet, nous confions donc au Centre de gestion 77 des actions de conseil et de formation sur l'hygiène et la sécurité d'une part et la médecine professionnelle d'autre part. Voilà, donc c'est un, comment dirais-je, un partenaire. Et nous en sommes satisfaits, donc nous venons chaque année cette convention. Avez-vous des questions? Madame Benu. Est-il possible, dans la mesure où c'est une délibération qui est prise annuellement, de connaître l'enveloppe globale dédiée à la convention avec le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne? Et combien d'agents ont été ou seront concernés par les différents axes proposés par le centre de gestion? Puisque j'ai pu lire effectivement qu'il y avait possibilité aussi de bénéficier de bilans de compétences, qui est un axe fort intéressant, d'autant plus quand on connaît le déroulement de carrière des agents et pour certains la nécessité de se réinterroger, ça peut être un axe intéressant. Merci pour cette question. J'avoue que je n'ai pas les réponses. Je vais me permettre de me tourner vers notre DGS qui les a peut-être. Allez-y, Jean-Claude.
Alors non, j'ai pas les réponses détaillées. Par contre, on peut tout à fait vous faire parvenir tous ces éléments-là, puisqu'on conventionne annuellement. En fait, on choisit un certain nombre de prestations en fonction des besoins dans un catalogue proposé par le centre de gestion. Donc, on va vous faire un récapitulatif de toutes les actions pour lesquelles on a fait appel au centre de gestion en 2020, pas de problème. Voilà, donc enveloppe globale, ce que ça coûte à la commune, et puis le nombre d'agents concernés. Très bien. Nonobstant ces questions, est-ce que... Voilà, je soumets cette délibération à votre approbation. Des votes contre, des abstentions. Très bien, je vous remercie. Ensuite, le dispositif adulte relais. Voilà, il s'agit de la création d'un poste insertion emploi, loisirs et accès aux droits pour les 18-25 ans. Oui, il se trouve donc que l'État relance son soutien aux villes, donc en politique de la ville, et Moissy-Cramayel est concerné. Donc, nous avions l'occasion récemment de rencontrer la préfète déléguée à l'égalité des chances avec Gilles Giraud, et je lui ai demandé si elle pouvait donc, au titre de l'enveloppe, je dirais, dédiée à ces créations de postes, en flécher un sur Moissy-Cramayel. Elle l'a accepté. Donc voilà, pendant 3 ans, je crois, nous allons pouvoir faire financer par l'État à hauteur de 90% de son salaire, bien sûr dans le cadre du SMIC, faire financer donc à l'État le salaire d'un jeune que nous allons recruter et qui sera donc affecté à ces missions d'écoute des jeunes de 18 à 25 ans et d'accompagnement au niveau de l'emploi, des loisirs et surtout de l'accès à leurs droits. Voilà, donc c'est plutôt sympathique, c'est bien que l'État nous accompagne, nous en avons besoin aussi, et ça va nous permettre donc, comme je le disais, un recrutement très rapidement, je crois. Voilà, en tout cas, le recrutement est en cours. Voilà, est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Madame Bamy. S'il vous plaît. Eh bien, c'est indiqué en effet dans la délibération, au moins 30 ans, résider dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Et sur quels critères ces éléments effectivement figurent sur la délibération, oui. Mais quelle qualification, excusez-moi, j'aurais pu être plus précise. Quel type de qualification dans la mesure où effectivement c'est un poste d'adulte relais, on peut effectivement le saluer, chargé de l'insertion emploi, loisirs, accès aux droits pour les 18-25 ans. Donc je peux supposer qu'il y a une qualification particulière à avoir pour être en mesure d'exercer ces missions-là et d'être en capacité de répondre à l'accompagnement des publics moisséens. J'ai envie de vous dire oui et non. Parce que vous le voyez bien, ces emplois s'adressent à des jeunes issus des quartiers en politique de la ville. On peut supposer des jeunes en recherche d'emploi. On peut supposer aussi avec une formation pas très qualifiante, hein, puisqu'ils sont disponibles à ce moment-là. Donc, par contre, on leur demande des aptitudes, oui. C'est bien cela, oui. Non, vous aviez parlé de compétences. Moi, je vous réponds aptitudes. Voilà. Donc, s'agissant des aptitudes, elles sont diverses. Écoutez, moi, j'ai une fiche de poste sous les yeux. Si vous le souhaitez, on vous la communiquera. Hein. Bon, elle est même peut-être jointe à la délibération. Elle est jointe à la délibération, cette fiche de poste. Voilà. Donc, vous le verrez. Et bien sûr, il faut des personnes particulièrement à l'aise dans le relationnel, hein, avec, j'allais dire, la tête bien faite, à savoir une bonne connaissance du mécanisme des institutions, singulièrement locales et départementales. Voilà, mais ces personnes, bien évidemment, elles ont elles aussi besoin d'être accompagnées par donc les services de la ville en charge des services sociaux. Donc c'est aussi pour elles l'occasion justement de pouvoir approcher une qualification qui leur sera utile à la fin de leur contrat. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. C'est d'ailleurs des recrutements qui ne sont jamais faciles à faire, car il faut en effet trouver les bonnes personnalités, j'allais dire. Voilà. En tout cas, cette personne, quand elle sera recrutée, confortera nos équipes déjà en place, et singulièrement celles qui travaillent dans le cadre du centre social. Il ne s'agit pas de tutorat en l'espèce. Non, 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 non. C'est une personne qui est...
Non plus, non, non. C'est un vrai recrutement, une personne qui est véritablement versée au sein donc d'une équipe qui sera celle du centre social. Oui, c'est ça, un rattachement hiérarchique. C'est un vrai recrutement. J'ai envie de dire, ça dépend aussi des personnes. Hein. Ça dépend des personnes et de leurs expériences, même si elles sont jeunes. Voilà. Voilà, sur ce recrutement, est-ce qu'il y a, sur cette création de poste, pardon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'en vois pas, donc je soumets la délibération au vote. Des votes contre, des abstentions. Elle est adoptée. Et puis nous terminons par la modification du tableau des effectifs. Il s'agit donc de création suite à des réussites à concours, notamment au multi-accueil, et puis suite à un départ à la retraite, des départs à la retraite, voilà, au niveau de la direction générale adjointe technique, et des modifications de temps de travail. Vous avez une petite note qui est jointe à la délibération. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Je n'en vois pas, donc je soumets la délibération au vote. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Elle est approuvée. Je vous en remercie. Bien, donc notre ordre du jour étant épuisé, la séance n'est quand même pas terminée, puisque dans la mesure où un groupe du conseil municipal, le groupe Uni pour Moissy, nous a fait parvenir des questions, eh bien, nous allons y répondre. Et puis ensuite, je vous donnerai quelques informations importantes. Voilà. Alors, pardon, je reprends mes notes. Alors, je vais vous lire la première question. Donc, le groupe Uni pour Moissy. Notre groupe a été alerté par des agents de la mairie concernant plusieurs problématiques inquiétantes à nos yeux. Des tensions se font jour au sein du personnel communal, ainsi qu'une surcharge de travail qui malheureusement se traduit par des cas de burn-out, notamment pour le service solidarité. Des mouvements de personnel récurrents se font pour des vacances de poste, sans a priori de publicité, sans annonce particulière. Les agents ou cadres passent d'une direction à l'autre sans compétences particulières ou de technicité, comme dernièrement le poste dédié au commerce. Les critères de choix et le manque de clarté sont source d'inquiétude pour nombre d'agents. Pourriez-vous nous indiquer, dans le cas d'espèce du poste dédié au commerce, les qualifications de l'agent retenu, l'expérience sur ce poste ou encore le profil des autres candidatures si celles-ci existent? Autre exemple, un poste au cabinet de la maire a été permuté à la police municipale. Pourquoi aller à la police municipale? Ce service connaît encore des problèmes. Les missions au sein d'un cabinet sont bien différentes que dans un service de police municipale. Idem, quelle annonce pour le poste? Quelles autres candidatures? Parution de l'annonce. Pourquoi cette personne a été retenue plus qu'une autre? Ces interrogations venant d'un grand nombre d'agents et cadres de la mairie sont légitimes. Beaucoup d'agents ont le sentiment, peut-être à tort, que Madame la maire place les agents à des postes comme elle en a envie, comme ça l'arrange. Il y a des mesures légales, pourquoi s'en dispenser? Madame la maire, pourriez-vous nous éclairer sur ces problématiques? Je vais surtout rassurer tout le monde, hein, parce que poser comme ça, là, ça fait peur. Il faut bien. Alors, on va répondre, allez. Bon. À ce jour, ni la Direction générale des services, ni la Direction des ressources humaines, ni l'assistante de prévention n'ont connaissance de cas de burn-out parmi les agents de la collectivité. De même, aucune sollicitation n'a été faite à ce sujet auprès de la médecine préventive. Par ailleurs, les représentants du personnel, qu'ils siègent au comité technique ou au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, n'ont à aucun moment attiré l'attention ni alerté l'administration ou la maire sur des situations de ce type. Ça, j'en atteste. C'est moi qui anime le comité technique avec quelques collègues qui sont autour de la table. Jamais aucune de ces questions n'ont été posées. Nous n'avons jamais ressenti ce climat angoissant évoqué dans la question. S'agissant des vacances de poste, une procédure est systématiquement mise en œuvre dès qu'un poste est déclaré vacant, suite à démission, départ à la retraite, mutation, fin de contrat,
consistant à publier une annonce. Donc une annonce, dès qu'un poste se libère, est donc publiée. Elle est publiée en interne, par mail et via le journal interne Mairie Info, que chacun reçoit avec son bulletin de salaire. Elle est publiée sur le site de la ville, sur le site Rendez-vous Emploi Public, c'est-à-dire le centre de gestion, et si nécessaire par le biais d'un pack Internet multi-support, s'agissant d'annonces payantes quand on a du mal à trouver des candidats. Donc toutes les candidatures, internes comme externes, sont examinées, font l'objet d'une présélection en fonction du profil du candidat. Les candidats retenus sont invités à participer à un entretien de recrutement auquel participent systématiquement un membre de la DRH et un cadre du service concerné. Ce n'est qu'à l'issue de cette procédure qu'une candidature est, le cas échéant, retenue, tous les postulants étant informés de la suite réservée à leur démarche. Ça, c'est le cadre. Pour ce qui concerne le poste vacant de chargé de commerce ou manager de centre-ville, on appelle ça aussi comme ça, l'annonce est parue en interne, voilà, comme je viens de l'indiquer, le 15 octobre 2020 et au centre de gestion du 22 octobre au 22 décembre 2020. Aucune candidature externe n'a été adressée à la collectivité et une seule candidate s'est fait connaître en interne. Sa candidature a été retenue après étude de son profil et compte tenu de ses précédentes expériences professionnelles, de ses compétences avérées en matière de commerce, la candidate a été elle-même gérante de sa propre entreprise. De sa bonne connaissance de la ville et du tissu commercial local et de la qualité de ses dernières évaluations professionnelles. Voilà, donc il s'agit de Madame Tifoura qui a été retenue pour ce poste et aucune autre candidature ne nous était parvenue malgré la publicité faite. Il faut savoir que ces postes de manager de centre-ville sont très difficiles à pourvoir. Ils sont aujourd'hui très réclamés. Toutes les villes qui veulent rebooster leur commerce de centre-ville, redynamiser leur centre-ville, sont très demandeuses de ce genre de profil. Or, à ma connaissance, il n'y a pas vraiment d'école ni de diplôme formateur. Donc, en effet, c'est plus des personnalités connues ou identifiées qui permettent de pourvoir ces postes. Alors, s'agissant de l'interrogation du groupe uni pour Moissy sur la police municipale, cette fois-ci, le poste dont il est fait mention est un poste administratif qui ne requiert pas de compétences spécifiques en matière de police municipale. L'agent qui occupait précédemment ce poste doit faire face à des problèmes de santé. Il est actuellement en arrêt de travail. Il faut donc le remplacer. Il devenait impératif de le remplacer pour assurer les tâches administratives incombant à la police municipale. Vous le comprenez bien, c'est comme dans un commissariat. Il n'y a pas que des policiers ou des ASVP sur le terrain. Il faut aussi répondre au téléphone, il faut aussi remplir des dossiers, il faut voilà, beaucoup de tâches administratives. Et c'est très important pour les policiers affectés en poste de savoir qu'ils peuvent compter sur la collaboration d'un collègue au niveau administratif. Il convient en outre de préciser que la police municipale étant rattachée au cabinet de la maire, ce mouvement de personnel relève exclusivement d'une réorganisation interne au sein du cabinet et non d'une procédure de recrutement. Donc là, c'est réorganisation interne. Un petit peu moins de tâches donc, au niveau du cabinet et cette vacance, je dirais, de poste au sein d'APM. Donc c'est ainsi donc qu'une collaboratrice a rejoint l'équipe de l'APM pour le plus grand bonheur de la police municipale d'ailleurs, je le confirme. Alors, deuxième question. Concernant la prime de fin d'année aux agents de la ville, se traduisant par des bons d'achat à utiliser chez nos commerçants moisséens, pourriez-vous nous expliquer l'engagement de dépenses non partagé avec le conseil municipal? Je ne suis pas sûre ça d'ailleurs, je crois que lors du dernier conseil municipal, j'avais évoqué ce sujet comme information, parce qu'il fallait aller vite, il faut soutenir nos commerçants, et voilà. On l'a évoqué au mois de décembre. Donc alors je reprends la question, pardon. Nous sommes favorables à une aide vis-à-vis de nos commerçants moisséens, mais sur quels critères ces bons d'achat ont été distribués? Quelle sélection auprès des commerces? Le montant global de cette action, ne pouvions-nous pas l'élargir à tous les foyers moisséens? Par avance, merci pour vos réponses. Alors, en effet, à tous les moisséens. Les bons d'achat à tous les moisséens. Il y a quand même beaucoup de moisséens maintenant. Ouais. Alors, proposition de réponse, non, pardon, réponse, voilà. Alors, d'abord, dans le journal Les Nouvelles de Moissy, de décembre 2020, il a été répondu en grande partie à toutes ces questions. Donc, je cite l'extrait donc de l'article du journal de Moissy de décembre 2020. Nous sommes en janvier. À la suite du deuxième confinement qui vient de frapper de plein fouet les commerces de proximité, le conseil municipal a décidé d'accorder une aide exceptionnelle de près de 50 000 €, un élément de réponse, aux commerçants de Moissy, sous forme de bons d'achat,
qui seront distribués aux agents communaux en lieu et place de la prime exceptionnelle de soutien au pouvoir d'achat qui leur avait été attribuée depuis 2 ans. Une cinquantaine de commerces ayant été contraints de fermer leurs magasins pendant le premier et ou le deuxième confinement, hors banque, agences immobilières, pharmacies, etc., bénéficieront ainsi d'une aide de 1 000 €. Ça, c'est donc l'article paru dans les nouvelles du mois de décembre. Donc, évidemment, nous travaillons en toute transparence. Et je poursuis donc l'explication. Il n'y a pas eu de sélection par la ville des commerces bénéficiaires. Tous les commerces de proximité qui avaient subi une fermeture totale ou partielle lors du second confinement ont été contactés pour les informer du dispositif mis en place par la ville, donc par phoning, par courrier, n'est-ce pas, Antonia? Antonia s'étant déplacée elle-même chez les commerçants. Parmi la cinquantaine de commerces concernés, 33 ont souhaité en bénéficier. Ces 1 000 € constituant pour eux une avance de trésorerie au moment où ils allaient clôturer leur compte. On était au mois de décembre. Conformément à l'article paru dans les nouvelles de Moissy, dont je vous ai donné lecture tout à l'heure, et à la lettre adressée début janvier à l'ensemble des agents communaux, les bons d'achat issus de cette opération ont été distribués sous forme de tirage au sort à tous les agents, sans distinction de statut. Et le solde des bons d'achat restants sera proposé aux familles suivies par le CCAS. Voilà, donc en réponse à ces questions qui étaient déjà largement traitées, soit dans cette instance, soit dans le journal de la ville. Et en effet, cette opération donc, se finalise actuellement puisque les bons d'achat ont été remis au personnel. C'était aussi quelque part pour nous une manière de rendre hommage à l'investissement professionnel donc des personnes qui travaillent pour la ville, une sorte voilà de reconnaissance. Et puis c'est toujours agréable de recevoir quelques bons d'achat. Je crois que chaque membre du personnel, quel que soit le temps de travail effectué pour la commune, a reçu 3 bons d'achat d'un montant de 20 € chacun. Donc, cette semaine, je crois. Voilà. Très apprécié. D'ailleurs, chers collègues, j'en profite pour vous transmettre les remerciements du personnel. J'ai été très touchée par ce geste et qui, voilà, donc maintenant va se déplacer et va aller acheter chez les commerçants de Moissy. Et je peux vous assurer que les commerçants de Moissy apprécient beaucoup la démarche, car au-delà de l'avance de trésorerie qu'on a pu ainsi effectuer en fin d'année dernière, c'est pour eux aussi l'occasion maintenant de découvrir de nouveaux clients et parfois des personnes qui n'ont jamais poussé la porte du commerce en question pour lequel ils ont un bon d'achat. Donc tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Je crois pouvoir le dire, je n'ai pas constaté de réclamation ni de mauvaise interprétation de ce dispositif qu'on a vraiment inventé. C'est un dispositif made in Moissy-Cramayel. Qui d'ailleurs commence à faire parler de lui. Voilà, donc voilà pour les réponses à ces questions. Et je vais enchaîner en vous donnant quelques informations. D'abord, vous vous en souvenez sans doute, il y a 1 an, nous étions en campagne électorale pour les élections municipales. Et donc, à Moissy-Cramayel, à l'issue du premier tour, ça devait être le 15 mars, donc nous avons constaté le résultat des élections et la liste que j'ai l'honneur de conduire donc a été élue au premier tour, donc avec un score de 50,66% des suffrages exprimés. Rapidement, donc nous avons eu connaissance que 3 listes sur les 4 qui étaient opposées à la liste que je conduisais, donc 3 listes avaient déposé 3 recours. Il s'agissait de la liste Unie pour Moissy, de la liste Moissy Autrement et de la liste Moissy Ensemble. Donc, la justice a fait son travail, bien sûr, et la justice a tranché en faveur de la liste que j'ai l'honneur et le plaisir de conduire. Par un jugement en date du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté les recours déposés le 20 mars 2020 par la liste conduite par M. Duez pour Unie pour Moissy, la liste conduite par M. Wurst pour Moissy Autrement et la liste Moissy Ensemble conduite par M. Nzouetoum. Et donc le tribunal administratif de Melun a confirmé le résultat de l'élection municipale du 15 mars 2020. Voilà une information citoyenne que je me devais de vous rendre puisque la décision du tribunal est relativement récente et que, en effet, ces recours ont peut-être pu inquiéter parfois, interroger peut-être certains habitants.
Peut-être ont-ils été aussi oubliés, puisque un an s'est passé et depuis, nous nous sommes mis au travail, en tout cas pour les personnes qui font partie de ma liste et quelques autres présentes ce soir d'ailleurs. Donc tout ceci se dépasse maintenant et nous sommes là autour de la table pour nous engager au service de nos habitants tous ensemble. Mais je vous avoue que je suis quand même très satisfaite de cette décision qui dissipe tout malentendu. Voilà, donc c'était une communication que je voulais vous faire. Malheureusement, messieurs Wurst, Nzouetum et Duez ne sont pas là ce soir. Coïncidence, je ne sais pas, mais ce n'est pas très important et ils ont eu connaissance du résultat de toute manière. S'agissant d'informations diverses, je voudrais vous redire peut-être que le préfet de Seine-et-Marne, M. Thierry Couder, nous rendra visite cette semaine, vendredi. En effet, pour deux raisons. Je lui avais proposé au mois de décembre de venir inaugurer le groupe scolaire de Chanteloup. En effet, ce groupe scolaire a ouvert en janvier dernier et tout de suite, contexte d'élection municipale, on ne pouvait pas procéder à une inauguration d'une part, puis confinement d'autre part. Donc c'est quand même dommage, ne serait-ce que symboliquement, que ce groupe scolaire ne soit pas inauguré. J'ai donc proposé au préfet, qui représente de par ses fonctions l'ensemble des autorités nationales, de venir inaugurer notre groupe scolaire. Et puis, entre-temps, nous avons donc appris que Moissy-Cramayel avait été éligible au label Petite Ville de demain, sur proposition du préfet de Seine-et-Marne. Je l'ai remercié, bien sûr. Bien sûr, on avait travaillé au préalable avec le préfet de Seine-et-Marne et ses services. Ça ne tombe pas tout seul, hein, ce genre d'informations. Mais bon. Et il m'a fait la proposition de venir passer une matinée entière à Moissy-Cramayel pour découvrir notre ville, donc sous la forme d'une déambulation. Et puis ensuite, donc, nous irons inaugurer le groupe scolaire à 11h, donc vendredi matin. S'agissant de la période sanitaire très problématique que nous traversons, vous comprendrez tous et toutes que l'inauguration sera réduite à sa plus stricte simplicité. Voilà, une cinquantaine de personnes seulement ont été invitées, bien sûr le conseil municipal, également la communauté éducative qui est concernée par ce groupe scolaire, parents, enseignants, mais j'allais dire guère plus, les financeurs, bien sûr, l'établissement public d'aménagement, Grand Paris Sud, mais voilà, la CAF, la Caisse d'allocation familiale, voilà. Je pense qu'on sera entre 30 et 50, et il ne faut malheureusement pas être plus pour cela, mais ça me paraissait symboliquement important que ce groupe scolaire soit inauguré. Donc, première information. Deuxième information plus récente, la préfecture de Seine-et-Marne accueille depuis la fin d'année dernière une nouvelle préfète, une nouvelle préfète en l'espèce, à l'égalité des chances, qui s'appelle Nadège Battista. Elle est en charge des projets en rue, renouvellement urbain, et elle m'a proposé également de venir se rendre compte par elle-même de la situation de notre ville, et singulièrement, bien sûr, du site de la résidence du parc, qui fait l'objet donc du projet NPNRU qui nous concerne tous. Donc Nadège Battista, préfète à l'égalité des chances, nous rendra visite la semaine d'après, le vendredi 12 février. Ce sera l'occasion pour tenir une table ronde afin de refaire le point sur donc l'avancée de ce dossier qui nous tient tant à cœur. Et puis enfin, dernière information, mais vous l'avez sur vos pupitres, j'ai tenu à vous remettre donc le courrier signé des 23 maires de Grand Paris Sud, adressé donc au Premier ministre Jean Castex, s'agissant de nos inquiétudes sur les survols aériens à partir d'Orly. Voilà, il y a eu des décisions de prise sans prendre l'avis des maires récemment par les autorités nationales et bien sûr tous les maires de l'Essonne concernés, mais également ceux de Grand Paris Sud ont tenu à manifester leur vive opposition sur la forme et le fond. Bien sûr qu'on est très sensible à la problématique des nuisances aériennes, on a déjà fait savoir, et là c'était pour le moins maladroit de prendre une décision sans concertation. Donc ça a été une mobilisation exemplaire et très rapide, et voilà, le gouvernement a reculé et a retiré donc ce projet de modification de couloir aérien. Bon, ça ne veut pas dire pour autant que le sujet est abandonné, restons extrêmement vigilants. Enfin, vous le verrez au travers de ce courrier, nous le sommes. Voilà, chers collègues, je crois que je n'ai rien oublié. Il n'est pas trop tard, mais quand même, on a beaucoup travaillé. Donc, je vous propose de lever cette séance. Je vous remercie pour votre attention et votre participation. Et
et je vous invite à signer les registres. Merci beaucoup.